Bonsoir à tous et à toutes sur ce stand de FEDEREC. Donc nous allons parler ce soir de start-up qui travaillent sur des filières émergentes par rapport au recyclage et à la valorisation. Donc Nicolas Cruau qui est le président de Neolith, Maëlys qui travaille sur Circulaire, la valorisation, Maëlys Gros pardon, la valorisation des peintures. Donc je vais laisser Nicolas se présenter et présenter son entreprise. Le déroulement de cette conférence, ça va être comme ça. La présentation de chaque entreprise et chacune de ses technologies et l'état actuel de la vie de leur technologie par rapport au chantier. Et on regardera dans un second temps les incidences de la REP sur leur technologie. Nicolas, je te cède la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Cruau, donc je vais coller là. Je suis président de la startup Neolith. Neolith, c'est une jeune boîte qui a à peu près 2 ans et demi. Aujourd'hui, on est quand même 28, donc on arrive à se développer assez rapidement. L'idée de Neolith, c'est qu'on a développé une 3e voie pour traiter tous les déchets non recyclables, à commencer par les refus de DIB de chantier. Donc on a appelé ça la fossilisation du déchet. Ça consiste à prendre le refus de tri en mélange, donc les mix de plastique, bois, carton et tout ce que vous pouvez imaginer dans une benne de DIB de chantier, et à la transformer en un granulat minéral comme celui-ci, qui peut être réutilisé, qui est inerte et qui peut être réutilisé comme un granulat de carrière en substitution dans les filières béton et sous-couche routière. Donc un état simple pour vous expliquer un peu comment ça marche. L'idée c'est qu'on prend le refus de tri en mélange. On va le microniser pour en faire une poudre de déchets inférieure à 500 microns. Ensuite, on va lui ajouter un liant, qui est notre cœur de métier, qui va rendre inerte le déchet, donner une structure minérale dans l'ensemble. Et cette poudre de déchets, enfin cette poudre amalgamée, cette sorte de pâte minérale, on va pouvoir l'extruder sous pression pour obtenir un granulat. Et donc finalement, sur un déchet qui devrait être à 100% soit enfoui, soit incinéré, on va pouvoir 100% le valoriser en matière. Avec un bilan environnemental bien meilleur que l'enfouissement et l'incinération, notamment d'un point de vue carbone, d'un point de vue économie circulaire, c'est évident, et pour un coût de revient qui est inférieur majoritairement sur pas mal d'endroits à l'enfouissement et l'incinération. L'idée c'est de faire mieux pour moins cher. Donc aujourd'hui nous on se place en tant qu'équipementier, on va vendre ce qu'on appelle des fossilisateurs, donc qui sont des petites installations de traitement qui traitent 5000 tonnes par an de refus de tri. Et on va les vendre directement à des plateformes de tri ou à des centres de tri. Nous, le modèle, c'est donc le collecteur trieur, il va chercher le déchet sur chantier, plus ou moins trié. Il fait son boulot de tri sur sa plateforme et son refus de tri, au lieu d'aller le transporter chez un Suez ou un Veolia pour aller l'enfouir, il va pouvoir être autonome sur son traitement, le valoriser en un granulat qu'il va pouvoir revendre après à des centrales à béton ou à des TP. Donc voilà comment on Nicolas, fonctionne. je précise que hormis nos entreprises et FEDEREC, on ne fait pas de publicité pour les entreprises. D'accord ? Ah oui, ouais. Donc voilà le fonctionnement de Neolith et ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, très bien. Donc le début de la production des premiers fossilisateurs. Oui, en gros, aujourd'hui on a un fossilisateur qui tourne à côté d'Angers, qui est visitable, hein, vous êtes bienvenus, vous pouvez venir me voir à la fin, qui traite qui a une capacité de 10 tonnes par jour, donc qui sert de démonstrateur pour montrer que ça peut se faire, hein, d'un point de vue industriel. Et l'idée c'est de vendre 8 fossilisateurs un peu partout en France pour l'année prochaine. Et donc on a ouvert un système de précommande, et vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés. Donc par rapport à Maëlys, qui va prendre la suite, on est d'accord que tu es sur un produit en fin de développement, qui n'est pas encore en place. C'est ça, oui. On est sur la fin de l'industrialisation, début de la commercialisation. Merci. Donc Maëlys, de la même manière, est-ce que tu peux nous présenter Circulaire ? Voilà. Alors, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de problématiques de déchets, ah oui, il y a tel déchet, on en a trop, mais vous comprenez bien, il n'y a pas de filière de recyclage parce que c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre, etc. C'est un peu souvent le discours qu'on nous ressort. Et finalement, un petit peu de la même manière que toi pour les déchets ultimes,
moi je suis partie de ce discours-là où je me suis dit non, je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer de recycler les peintures, ces peintures où on nous disait non, il n'y a pas de filière de recyclage parce que vous comprenez bien, c'est trop compliqué, on ne peut pas en mettre en place. Et voilà, je savais pas qu'on pouvait pas le faire, donc du coup je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai créé Circouleur. Donc Circouleur, c'est une entreprise qui fabrique des peintures. Et je vais revenir un petit peu plus plus tard sur comment sont ces peintures, mais qui du coup aussi a créé la filière de recyclage pour les restants de peinture, ce qui reste à la fin des chantiers. Quand vous, moi, n'importe qui, si vous avez déjà fait des travaux de peinture chez vous, il vous restait un peu de peinture au fond du pot, que vous avez un petit peu oublié au fond du garage ou au fond de la cave, et puis au bout d'un moment, on se dit non, en fait, je pourrais rien en faire, et on l'emmène à la déchetterie. Donc typiquement, tous ces petits fonds de peinture où on se dit c'est pas très souvent, en fait ça représente de l'ordre de 30 millions de litres à l'échelle de la France chaque année. Donc c'est énorme, et qui finissait auparavant uniquement en valorisation énergétique, c'est-à-dire que c'était brûlé. Moi je vous parle de peintures qui sont des peintures acryliques, qui sont des peintures à l'eau, donc elles vont pas brûler toutes seules, de toute façon elles apportent pas grand-chose en termes de pouvoir calorifique, donc autant les recycler plus tôt. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc on prend ces restes de peinture, on les rassemble, on les trie, on a fait tout un travail dessus, et surtout un travail de chimie de formulation dessus, parce que ce qu'on récupère, c'est un mélange de vieilles peintures dans des états un peu disparates. Et ce que l'on fait à partir de ça, c'est une peinture qui est qualitative. Et ça, c'est un point qui est très important pour nous, c'est que c'est pas juste faire un produit recyclé et puis après le consommateur il va faire un geste pour l'environnement, alors même si elle est un peu pourrie, il va l'acheter. Non, c'est une peinture qui soit belle, qui fasse plaisir, qui fasse envie. On a choisi des belles couleurs avec un cabinet de tendance pour que ce soit des couleurs qui donnent envie aussi. Et alors, vous les voyez un peu là, la couleur est un peu faussée sur l'écran forcément, mais il y a vraiment cet aspect d'avoir des belles couleurs, d'avoir une bonne qualité, et que ce soit tout ça en plus du fait que ce soit une peinture recyclée. Donc derrière ça, c'est une peinture qui, en fait, si on ne vous disait pas qu'elle est recyclée, vous diriez juste c'est une bonne peinture et avec des belles couleurs. Mais c'est plus que ça, puisque c'est une peinture qui a un impact environnemental qui est bien meilleur que celui d'une peinture classique. Une peinture, ça a un poids environnemental qui est très très élevé pour la fabriquer, une peinture classique. Et nous, on le divise par 12. Ce coût environnemental, le bilan carbone de la peinture, il est divisé par 12 avec les nôtres. Donc ça, c'est l'impact environnemental, mais aussi un impact sanitaire, puisque nos peintures sont meilleures pour la qualité de l'air intérieur, et un impact social, puisque ça nous permet de créer des emplois pour des personnes qui sont en insertion. Très bien, merci. Pour finir la présentation de sa structure, donc elle est opérationnelle, elle existe, donc depuis quand tu es implanté où et quel est ton rayon de fonctionnement aujourd'hui? Donc oui, elle est opérationnelle, donc on a deux gammes, donc la gamme professionnelle et la gamme grand public, donc on vend sur les deux marchés. Et on a eu la chance en fait de pouvoir justement la rendre opérationnelle avant de réellement investir dans une usine en fait. On a commencé par de la sous-traitance, ce qui nous a permis justement de commencer petitement et de tester et de faire fonctionner. Donc on est implanté nous près de Bordeaux. On est à Blanquefort, ville dont vous avez peut-être entendu parler quand on parlait de la fermeture de... oui, il ne faut pas que je nomme des entreprises, mais de la fermeture d'une très grande entreprise de voitures qui a un peu défrayé la chronique. Je ne suis pas sûre que ce soit de la pub de toute façon. Donc on est juste à côté de ça. Et c'était quoi les autres questions? Non, c'était la présentation de ta structure, depuis quand elle existe, et voilà. Tu as parlé de la localisation. Voilà. Moi, je me suis lancée dans le projet, c'était en 2015, et la structure juridique existe depuis 2017. D'accord, très bien. Donc on va évoluer un petit peu sur l'état des lieux. À aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres, ou qu'est-ce que tu constates sur les chantiers comme frein par rapport à ton procédé, à ta technologie? Je veux dire, sur le principe, on a envie qu'il y ait un engouement pour ta démarche. Qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas? Quelle est la culture des entreprises par rapport à ça? Alors, nous,
du point de vue clientèle, on est très bien reçu. Enfin, cette démarche environnementale qu'on a, elle est très bien comprise, aussi bien du côté grand public que du côté professionnel du bâtiment, où ils ont maintenant des gros enjeux de carbone avec la nouvelle réglementation, la RE 2020. Une des difficultés qu'on a eues par le passé, qui était une difficulté très importante, c'était l'accès aux gisements de déchets, parce qu'il faut vraiment structurer toute une filière. Et il faut que ça puisse arriver jusqu'à chez nous, même si c'est des déchets de peinture qui coûtent cher et dont personne ne veut, c'est pas si facile que ça d'y accéder. Donc ça a peut-être été ça, une des grosses difficultés, mais qu'on a levé maintenant. D'accord. Nicolas, de la même manière, dans tes réflexions qui ont initié ton procédé, donc voilà, qu'est-ce que tu as constaté qui ne fonctionnait pas sur les chantiers et qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à ce procédé? Non, ouais, parce que je voulais répondre à la question que tu lui avais posée. Tu peux aussi. Non, le frein principal, nous, qu'on voit avec la gestion actuelle du déchet, c'est la grande disparité des qualités de tri sur les plateformes de tri. Aujourd'hui, on cherche à faire une technologie qui s'adapte à tous les flux de refus de tri, sauf qu'un refus de tri, ça veut rien dire. Ça peut passer juste en transit sur une plateforme de tri, et finalement on a enlevé une palette d'un tas de 20 tonnes, et puis hop, on considère que c'est un refus de tri qui part soit à l'enfouissement et qui pourrait partir chez nous. Ça, c'est un refus de tri qui est quand même pas très agréable pour nous. Ou alors il y a des refus de tri qui sont mieux triés, et dès qu'on passe, par exemple, nous on se rend compte que dès qu'on passe sur un tri où il y a par exemple une table de tri, la qualité du refus de tri s'améliore beaucoup et on obtient une certaine homogénéité dans le déchet. Et vu que notre procédé il est industriel et il demande un peu, alors il peut prendre des grandes variations de déchets, c'est pas un problème, mais si on peut éviter d'avoir 80% de bois un jour et 80% de plâtre le lendemain, ça nous arrange beaucoup. Et donc finalement, c'est aujourd'hui le problématique, c'est quand on parle d'une plateforme de tri, il n'y a pas vraiment de critères qui dit c'est une bonne plateforme de tri ou une mauvaise plateforme de tri. Et donc nous, ça ne nous aide pas à cibler nos premiers clients ou sur lesquels notre procédé serait applicable. Donc ça sera l'objet de la suite probablement, mais l'idée c'est que plus le tri sera performant sur plateforme ou sur centre de tri, plus notre technologie sera facile à mettre en place. Alors merci pour cette merveilleuse transition. Puisque le deuxième volet de notre réflexion, c'est la REP, donc la REP bâtiment qui arrive. Qu'est-ce que vous y voyez comme point fort et comme point faible pour développer votre technologie? Donc effectivement, la REP va développer, contraindre plus le tri, encore plus qu'aujourd'hui. Donc pour toi, effectivement, est-ce que c'est un frein, une opportunité, des gisements en moins de refus, une meilleure qualité de ces refus, si on peut parler de qualité de refus? Comment donc tu approches la REP, sachant que dans un deuxième temps, on parlera de l'action de l'éco-organisme, mais là on parle déjà au niveau gisement du produit. Au niveau gisement, c'est ce que je viens de dire. En gros, on va gagner en qualité sur le refus parce que le tri à la source sera déjà meilleur, et du coup même sur les plateformes qui trient pas bien, on va quand même avoir, je pense, un meilleur refus de tri. Donc factuellement ça m'arrange. Après, si on regarde ça juste d'un point de vue volume total à traiter, forcément moi plus le flux est bien trié, moins je vais avoir de refus de tri. Mais j'ai l'avantage de ne pas contrôler le marché entièrement aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc finalement qu'on passe de 5 millions de refus de tri par an à 3 millions de refus de tri, mais que je peux vraiment traiter, moi ça m'arrange. Je préfère avoir ça que 5 millions de refus de tri aujourd'hui, mais avec seulement 2 millions qui sont vraiment traitables par mon procédé. Donc factuellement ça va réduire les capacités, le tri, enfin ça va réduire les gisements, mais moi clairement ça va pas m'empêcher de dormir. Et vu quand même qu'on fait ça pour l'environnement à la base, je vais pas non plus essayer de me battre contre, quoi. Ce serait un peu con. Merci de cette conclusion. Maëlys, de la même manière, est-ce que la REP va changer quelque chose pour toi dans le gisement ou la manière d'y accéder? Encore une fois, sans parler de l'éco-organisme. Alors sur l'aspect réellement flux, par qui ça va transiter ces flux-là, ça va pas changer grand-chose en fait, parce que pour ce qui est de la collecte des peintures, c'est déjà très structuré en fait. Ça passe par les flux de pâteux ou les flux de peinture.
Et ça passe déjà par les acteurs des filières de gestion des déchets qui sont déjà existants. Et la REP ne devrait pas y changer grand-chose. Ce qui va y changer, c'est plutôt derrière à qui appartient le déchet, qui est-ce qui le contrôle, etc. Mais en dehors de ça, et qui est-ce qui paye. Mais en dehors de ça, ça ne devrait pas changer grand-chose sur le flux lui-même en ce qui concerne les peintures. D'accord. Donc maintenant, justement, donc on arrive aux éco-organismes. Donc pas le qui paye, parce que ça, je veux dire, c'est pas l'objet tout de suite. Donc on sait que sur la REP, il y a encore beaucoup de flou, non-définition des acteurs. On sait qu'il y a différentes possibilités entre les REP financières et les REP opérationnelles. Malgré tout, il y aura un acteur, qui sera un nouvel acteur, qui va être l'éco-organisme, qui sera, suivant le choix, plus ou moins prégnant dans l'action. Donc ça sera un interlocuteur pour toi. Par rapport à ce qui, puisqu'il y a déjà une REP sur les déchets dangereux, là si on dit les déchets de chantier et déchets dangereux, donc les déchets de peinture sur les chantiers, l'arrivée d'un éco-organisme, est-ce que c'est mieux pour toi parce que ça fait un interlocuteur unique ou direct? Est-ce que c'est moins bien parce que c'est mieux d'aller valoriser directement auprès des entreprises ta démarche? Voilà, comment vois-tu l'arrivée de l'éco-organisme et qu'est-ce que tu en sais aujourd'hui d'un éco-organisme? Alors, pour vous replacer le contexte, parce que tout le monde ne connaisse pas exactement vraiment comment ça se passe pour les déchets de peinture, à savoir qu'il existe déjà un éco-organisme qui gère une partie du flux de peinture. La REP bâtiment fait que du coup, il va y avoir l'éco-organisme qui gère cette REP bâtiment qui va gérer aussi une autre partie du flux de peinture. Donc nous, on a déjà aussi du retour d'expérience de comment ça fonctionne avec les REP. On est tous les deux un peu dans les écosystèmes de start-up de l'économie circulaire, donc on connaît quand même pas mal de boîtes. On sait que avec les éco-organismes, des fois ça se passe bien, souvent ça se passe pas toujours très bien. Donc on attend de voir, on va dire. Moi j'ai tendance à me dire que de toute façon, la vocation, faut se dire que la vocation au départ d'une REP, c'est quand même une vocation vertueuse qui est d'avoir une meilleure gestion des déchets, d'avoir un meilleur traitement dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Donc c'est quand même une vocation qui est d'aller vers mieux, vers plus d'économie circulaire. Et c'est pour ça qu'on met en place ces REP et qu'on met en place ces éco-organismes. Dans les faits, c'est pas toujours le cas, mais je pense qu'il y a aussi un retour d'expérience qui a été appris du coup de ce qui fonctionne actuellement avec les REP et les éco-organismes déjà existants et ce qui ne fonctionne pas, qui permet aussi, j'espère, du coup de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc nous, on attend de voir aussi exactement quel sera le dessin de cette nouvelle REP. Hein. De toute façon, c'est des choses, c'est des décisions qui nous dépassent de très loin. Mais l'idée, c'est que c'est aussi un peu la mentalité d'entrepreneur, hein, c'est d'essayer de faire de ça de toute façon une opportunité. Donc par rapport à ce que tu disais, le fait qu'il va y avoir un interlocuteur unique, en fait, il va pour nous plutôt y avoir moins un interlocuteur unique que c'est ce qui était le cas précédemment. D'accord. D'accord, merci. Nicolas, de la même manière, donc l'éco-organisme pour toi, donc suivant si la REP est opérationnelle ou financière, ça va quand même changer beaucoup de choses pour toi, puisque d'un côté, si c'est en opérationnel, tu vas te retrouver à devoir présenter ta filière de traitement à l'éco-organisme comme étant une solution dans la chaîne d'action, ou sinon, ça sera toujours les centres de tri qui seront tes clients. Ça. Moi, factuellement, je préférerais quand même qu'on reste sur le statu quo, parce que aujourd'hui, ma grande démarche commerciale, c'est d'aller voir les centres de tri, de leur expliquer pourquoi ils gagnent environnementalement et économiquement avec ma solution, et j'ai juste eux à convaincre. Et une fois qu'eux ils sont convaincus, leur refus de tri, au lieu d'aller l'enfouir, ils vont aller le fossiliser. Si l'éco-organisme est opérationnel et qu'il faut qu'à chaque fois ils me retiennent en appel d'offres ou ce genre de choses, ça va vachement compliquer le système. Ça veut dire que les interlocuteurs que j'ai aujourd'hui seront plus indépendants et seront plus autonomes sur la gestion qu'ils voudraient faire du refus de tri. Enfin, c'est la façon dont je le vois. Donc aujourd'hui, c'est une ambiguïté qui
qui nous met un peu dans une incertitude et qui met aussi les interlocuteurs qu'on a dans l'incertitude, parce que peut se poser la question d'investir dans une installation si on ne sait pas exactement comment sera fait le paysage plus tard. Donc là-dessus, moi j'espère que du coup les refus de tri seront un peu hors la REP, mais c'est la bonne question. Non, ça de toute façon, les refus de tri hors la REP, ça c'est pas trop effectivement envisagé. Par contre, donc j'ai bien noté que pour défendre la démarche financière, tu serais donc une structure avec qui on pourrait discuter et avancer, puisqu'il n'est pas un secret que pour Federec et l'ensemble du monde du recyclage, on essaye de privilégier une démarche financière pour pérenniser tout le travail qui a été fait depuis des années. Et effectivement, je pense que ça sera important que tu puisses mettre en avant directement auprès des recycleurs, pendant longtemps encore, je l'espère, ta technologie. Une petite question complémentaire. Aujourd'hui, de par la loi AGEC, il y a une orientation aussi à... Bon, déjà, chaque région a son plan pour réduire les déchets, réduire l'enfouissement. Donc ça aussi, ta technologie est très positive pour aider à réduire l'enfouissement. Et je crois que quand même dans tes projets, tu as l'objectif de faciliter la valorisation de ton produit en essayant de créer des liens, des sorties contractées sur tes inertes. C'est-à-dire que lorsque tu vas fournir un fossilisateur, derrière tu essayes d'aider au recyclage de tes produits. Ouais. Bah, pour le premier point sur la réduction des capacités d'enfouissement, nous c'est cette loi-là qui nous permet d'exister aujourd'hui, parce que en gros cette loi-là, elle a entériné les augmentations de TGAP et les réductions de capacité d'enfouissement, ce qui fait qu'un prix d'enfouissement qui était peut-être à 70-80 euros la tonne, TGAP comprise, il y a quelques années, là on est quand même sur des niveaux à plus de 120-130 euros, en fonction de où on est, qui permettent la rentabilité d'une technologie comme la mienne. Donc, typiquement, fossiliser un déchet il y a 10 ans, ça n'aurait pas eu de sens économiquement. Donc cette loi-là, pour nous, c'est une super opportunité parce qu'elle fait monter le prix du déchet, de l'enfouissement des déchets. Et de l'autre côté, elle crée une tension sur le marché qui demande une alternative. Et donc là, c'est pour ça que nous, on essaie d'aller assez vite sur notre déploiement industriel. C'est pour essayer d'être la bonne solution pour remplir le trou qui s'est créé. Et donc sur le deuxième point qui était... Non, mais c'était... moi, ma question, c'était les centres d'enfouissement vont se finaliser. Et après, les contrats que tu vas développer. La problématique quand on crée un nouveau matériau, c'est un peu comme quand, je pense, on crée une nouvelle peinture, c'est qu'il faut éduquer finalement, aller avec son bâton de pèlerin, voir tous les potentiels utilisateurs du matériau final, pour que eux ils acceptent et qu'ils demandent, et que le recycleur se retrouve pas juste avec une nouvelle matière qui finalement a l'air d'un caillou, mais qu'au final il devra jeter en enfouissement tout pareil. Donc, en ISDI quand même, ça change. Oui, en ISDI. Bon, ça coûte moins cher, mais bon, factuellement... D'accord, d'un point de vue environnemental, c'est pas mieux. On n'a pas gagné grand-chose. Donc nous, notre démarche, c'est d'aller voir aujourd'hui tous les grands cimentiers qui ont leur réseau de centrales à béton, les réseaux de centrales à béton locaux ou les acteurs du TP, pour leur expliquer les avantages environnementaux de notre granulat. Notre granulat, il coûte pas plus cher qu'un granulat normal, sauf que dans son procédé de fossilisation, il a permis d'éviter pas mal d'émissions de CO2. Quand on se compare à l'incinération, c'est assez évident parce que cramer du plastique, ça émet pas mal de CO2. Quand on se compare à l'enfouissement, c'est surtout qu'on vient séquestrer le carbone organique dans le matériau, il sera figé, et donc finalement notre granulat il apporte un crédit carbone parce qu'il séquestre du carbone. Et donc finalement, un cimentier aujourd'hui, quand il s'intéresse à l'anthropocyte, c'est le nom du granulat, il voit que pour un caillou qui a à peu près les mêmes propriétés qu'un caillou normal, pour le même prix, il va avoir une sorte de crédit carbone à l'utilisation de ce caillou. Donc lui, quand il va couler un béton, il sait que son ciment, ça lui coûte cher en CO2. Le caillou, normalement, ça coûte pas grand-chose. Et là, le caillou, il va venir en négatif compenser une partie du ciment. Donc c'est la façon dont on a d'éduquer nous toute la filière aval de construction. Et ça marche pas mal parce que l'idée, c'est de signer des grands contrats cadres avec tous ces acteurs-là. Et vu qu'ils sont très locaux, au même titre que les recycleurs, pouvoir dire, si à un moment je vends un fossilisateur à Limoges, je sais que j'ai 3 centrales à béton, je sais pas, on va dire 3 noms différents, Ekium, Vicat, Lafarge, c'est comme à la télé, qui pourront reconsommer, et donc on va signer un accord directement
Et donc le recycleur n'aura pas cette peur d'avoir juste un tas de cailloux au fond de son jardin. Ok. Très bien. Donc, avant de passer à vos éventuelles questions, Mélisse, une dernière question sur le développement possible des traitements des autres déchets liquides, pâteux qu'il y a sur un chantier. Est-ce que dans les développements de ta société, le traitement des vernis, d'autres déchets est aussi envisageable, ou est-ce que tu penses plutôt continuer sur la niche de la peinture? Alors nous, on va rester quand même un bon moment sur le côté peinture, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Des peintures, il y en a plusieurs sortes qui existent aussi. Donc il y a cet aspect-là aussi. Là, la tendance dans le marché de la peinture est en plus d'aller vers vraiment beaucoup plus de peintures qui sont à l'eau et beaucoup moins de peintures qui soient au solvant, parce que les gens en ont un petit peu marre de respirer des solvants aussi. Nous, ça n'aurait pas vraiment de sens de développer quelque chose, de développer une filière de recyclage pour les peintures solvantées qui, d'ailleurs, pour le coup, on arrive à les brûler, quoi, parce que les solvants, ils brûlent bien. Donc, ça a moins d'intérêt. L'idée, c'est d'aller vers là où c'est le plus facile et le plus pressant de créer une filière de recyclage. C'est là où on a un gisement qui est quantitatif et assez uniforme. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par les peintures acryliques. Après, il y a d'autres formulations, ça peut être intéressant, ça s'étudie. Là, on n'est pas encore à ce stade-là, mais on n'exclut pas. Ok. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Donc pour cette partie présentation, nous avons terminé. Nous sommes à l'écoute de vos éventuelles questions. Sinon, la conférence terminera. Est-ce qu'il y a des questions suscitées? Je sais que la première question est toujours la plus difficile, mais a priori non. Donc c'est sans appel. Ah, si, une question. Allez, je vous amène le micro. On m'entend? Ok. C'est une question sur la peinture sur Circouleur. Grossièrement, c'est quoi votre procédé qui a fait que d'un coup vous puissiez recycler cette peinture? Ah d'accord. Mais du coup voilà, sans aller trop dans les détails parce qu'avec la peinture et tout ça, ça va aller un peu loin. Mais grossièrement, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'idée ou le mécanisme pour recycler cette peinture acrylique et qui fait que vous avez pu mettre Circouleur, quoi? En fait, le procédé, c'est vraiment la chimie de formulation. Donc, on est vraiment dans une démarche additive. C'est-à-dire qu'on va contrôler du coup, la sauce qu'on récupère, on va contrôler ses caractéristiques. Et en fait, certaines de ces caractéristiques se sont dégradées, hein, parce qu'il y a des composants qui sont dégradés, il y en a d'autres qui ont pu s'évaporer, il y a plein de choses qui ont pu se passer. Et donc, nous, on va rajouter ce qui est nécessaire pour justement avoir toutes les caractéristiques qui soient toujours les mêmes, qui soient toujours dans nos spécifications. Y a-t-il une autre question? Bon, écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de conclure. Je vous invite demain à 10 h, donc on a une nouvelle conférence sur le recyclage et le réemploi. Pour voir les difficultés juridiques éventuellement du recyclage et du réemploi et quels sont les avenirs de ces deux, surtout le réemploi qui se développe de plus en plus par rapport au recyclage, est-ce qu'il y a opposition ou pas. Donc ça sera à 10 h ici même. Et à 14 h, nous aurons également donc, une seconde conférence sur l'incidence de la REP sur les déchets de chantier, avec la présence de la FFB, d'un éco-organisme qui se met en place qui est Valobat et un bureau d'études spécialiste sur le suivi des déchets de chantier. Et donc j'espère qu'on vous retrouvera. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions, vous avoir apporté des informations enrichissantes et on vous dit à très bientôt. Bonsoir.